Hop. Les indicateurs dans le cadre de la démarche qualité initiée par l'UNML et dont vous êtes tous certifiés. On va explorer donc ensemble comment les indicateurs qualité deviennent ou doivent être de véritables outils de mesure et de prévention qui doivent vous permettre d'évaluer précisément votre situation au cas par cas à des moments donnés et d'anticiper donc les défis qui vont s'offrir à vous et les problématiques avant qu'elles ne surviennent. Donc voilà en quelques mots les grands objectifs que poursuivent les indicateurs dans le cadre du management de la qualité. Donc, le webinaire va se dérouler de la façon suivante. On va dérouler un certain nombre de contenus. Ça va durer à peu près 3/4 d'heure. Et puis après, on travaillera sur des exercices spécifiques. Et on verra ensemble comment vous appréhendez, au travers de vos questions, la mise en œuvre de ces indicateurs, qui sont extrêmement importants pour favoriser la dynamique d'amélioration continue. Sans cela, vous auriez du mal justement à interroger la pertinence et l'efficacité de votre organisation et des moyens que vous avez mis en œuvre tout au long de l'année. Donc les indicateurs imposent un pilotage rigoureux de votre organisation. Ils vont vous permettre donc de mesurer la performance que vous produisez, mais aussi la conformité aux réponses de chaque exigence du label. Ça va vous permettre d'anticiper donc un certain nombre de défis qui soient relatifs à la croissance. Vous êtes un peu moins impacté par celui-ci, mais dans le développement partenarial de vos territoires, l'évolution justement de l'économie sur vos territoires, les indicateurs vous permettront donc d'anticiper ces défis-là. Ils vont vous offrir aussi, si ce n'est pas déjà le cas, une vision claire et objective de vos activités. Est-ce qu'elles sont réalisées telles que nous l'avons définies et telles que nous l'avons prévues? Ils vont vous aider, bien sûr, à la prise de décision et surtout à partager avec vos équipes une vision claire de l'organisation, puisque les indicateurs auront la même valeur pour l'ensemble des acteurs de chaque mission locale. Alors, évidemment, on perçoit l'indicateur comme étant quelque chose qui s'appuie quasi exclusivement sur des exigences normatives. Évidemment, c'est le cas, toutes les normes imposent de positionner à un moment ou à un autre des indicateurs qui permettent de mesurer si la politique qualité de la structure est cohérente, si les objectifs que l'on a définis nous permettent de satisfaire aux besoins des parties prenantes et à la satisfaction des parties prenantes, pour nous permettre justement d'adapter nos stratégies dès qu'on constate qu'un indicateur nous dit alerte, on n'est plus là où on devrait être. Donc, on va initier de facto une notion de fréquence de surveillance de l'indicateur, parce que vous le comprenez bien, si on ne surveille un indicateur qu'une fois par an, on ne peut plus faire qu'un constat, mais pour ce qui est de la satisfaction des parties prenantes, on ne peut plus agir puisque l'année elle est écoulée. Donc c'est un outil indispensable pour optimiser la réactivité de l'organisation et la pertinence des actions que vous allez mettre en œuvre. On l'a dit, l'indicateur et les indicateurs s'imposent de par l'aspect normatif. Donc selon l'ISO 9001, les indicateurs ont pour objectif de permettre à l'organisation de suivre l'efficacité de ses processus et l'efficience de son système de management de la qualité, en lien avec le référentiel ISO 9001 et aussi en fonction de la politique qualité de l'organisme. Et cette définition est vraie quel que soit le référentiel. Alors le vôtre est un peu particulier parce que dans votre référentiel, les indicateurs ne sont pas définis sous le même angle que pour l'ISO ou pour toutes les autres normes. On y reviendra un tout petit peu plus tard. Les indicateurs qualité donc, vont permettre à chacun, comme je le disais précédemment, de connaître précisément les objectifs de chaque mission locale, les cibles à atteindre et les seuils à ne pas dépasser. Ce qui va nous permettre donc d'agir et de prévenir une éventuelle
non pas non-conformité, mais perte d'efficacité dans le service rendu et donc générer de l'insatisfaction client. Donc il est pertinent de déterminer un indicateur de performance et de surveillance par processus. On verra aussi quelle forme ça va prendre chez vous. Mais par contre, il est extrêmement important de ne pas définir des indicateurs pour tout le temps, et j'allais dire entre guillemets, et pour n'importe quoi. Parce que votre raison d'être n'est pas de piloter des processus. Donc il faut positionner des indicateurs aux endroits qui vous semblent pertinents à un moment donné. D'abord parce que ils vont nourrir l'amélioration continue et que l'amélioration continue développe en qualité la notion de mieux et pas de bien. Le mieux d'aujourd'hui n'est pas le mieux de demain. On peut décider de piloter un indicateur pendant un cycle d'une année, 2 années, 3 années, puis déterminer qu'on va le laisser de côté pour piloter un autre indicateur. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Parce que si vous avez un panel d'indicateurs trop important, à la fin, vous n'allez faire plus que ça, et ce n'est pas votre raison d'être. Et évidemment, un indicateur, pour qu'il soit opérationnel, fonctionnel, il faut qu'il soit défini de façon smart, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et situé dans le temps, piloté. Des indicateurs, on va en voir 3 types, même si à la fin, j'en ai volontairement enlevé un. En préambule de ça, il faut mesurer la différence qu'il y a entre la qualité et la conformité. Donc, je vous ai fait un petit rappel à cet égard pour vous dire que toutes les normes et tous les labels ont d'abord une exigence de conformité. On vous demande de mettre en place quelque chose, quelle que soit la note visée, 1, 2, 3 ou 4, vous devez le faire. Ce n'est pas quelque chose d'éventuellement peut-être. Donc, et la conformité, elle est à cet endroit. Donc, le constat qu'on fait avec le label UNML, c'est que vous avez, un label qui vous force à la conformité. Il n'y a pas de non-conformité. On ne peut pas faire de constat de non-conformité chez vous, puisque la note minimale de 1 est le premier niveau de conformité. Donc ça, c'est extrêmement important. La conformité, c'est donc la réponse spécifique et factuelle à une exigence. Et toute proposition qui n'entrerait pas dans ce cadre serait donc une non-conformité, ce qui, encore une fois, n'existe pas chez vous. La qualité, par contre, elle se mesure justement par des indicateurs que vous allez avoir déterminés et qui vont pouvoir prouver la performance d'un processus, d'une activité ou d'une tâche, et donc, par extension, de l'ensemble du système, de l'organisation ML. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est le seul moyen que vous avez de prouver de la performance de votre organisation et des stratégies que vous avez décidé de mettre en place, encore une fois, pour une année ou pour un cycle plus long, selon comment cela vous convient et la pertinence que vous souhaitez mesurer. Donc, on va piloter des indicateurs de conformité à la réponse « j'ai répondu à l'exigence, je suis conforme ». On a donc par extension un indicateur qualité, puisque 100% des critères ont trouvé une réponse conforme, et dans l'objectif que vous vous êtes fixé, c'est une note égale à 4. Donc vous ne visez que des notes égales à 4. Si 100% des réponses sont vues comme étant une note à 4, vous avez donc atteint votre objectif, et on a défini par la conformité un indicateur de qualité. On va également définir de la qualité par la fréquence. Je réalise mon premier audit. Toutes mes notes sont égales à 4, j'ai atteint mon objectif. Je fais un audit de surveillance, toutes mes notes sont toujours à 4, il n'y a pas de dégradation, etc. etc. Donc, la récurrence de la performance d'une note à 4 sur l'ensemble des indicateurs est également pour vous un indicateur qualité et un indicateur que vous pouvez piloter, notamment en interne, puisque ça prouvera de l'efficience et de l'efficacité des équipes.
Comme je l'évoquais, donc, dans le cadre de la gestion d'une organisation, un indicateur est une donnée quantifiable ou qualitative, simple et pertinente, conçue pour mesurer et évaluer la performance de l'organisation, d'un processus ou d'une activité par rapport à des objectifs qu'on a définis en amont de la mise en œuvre. Et ça va vous servir donc à piloter et vous aider à prendre des décisions. Donc ce petit schéma vous rappelle qu'une organisation contient des processus, une processus contient des activités, et pour réaliser des activités, on va mettre en œuvre des tâches. Alors, on peut descendre très loin dans la mesure d'indicateurs. Alors, j'ai volontairement grisé les tâches pour que vous n'alliez pas jusque-là. Ce serait beaucoup trop, en tout cas pour une première mise en œuvre. Après, rien ne vous empêche de descendre jusqu'au niveau de la tâche et donc de nourrir ensuite des indicateurs qui vous serviront au-delà de l'amélioration continue. Mais je ne rentrerai pas dans des exemples puisque ce sera aussi l'objet d'autres webinaires et je pense notamment au pilotage des compétences. Donc, il est essentiel de distinguer aujourd'hui les indicateurs selon ce qu'ils mesurent. Donc, on va travailler sur deux indicateurs principaux, deux types d'indicateurs principaux. D'abord, les indicateurs d'activité qui vont mesurer la performance opérationnelle et qui se concentrent sur la quantité et l'efficience des moyens mis en œuvre, et donc des résultats bruts obtenus. Et ensuite, les indicateurs qualité, comme je vous le disais, qui eux vont mesurer le degré de conformité ou d'excellence d'un produit, d'un service ou d'un processus par rapport à deux référentiels, une norme et les attentes des parties prenantes. On ne peut pas avoir d'indicateur qualité si on exclut l'un ou l'autre. Il est donc important pour nous de bien définir et de bien intégrer l'ensemble des attentes des différentes parties prenantes qui bénéficient des services de l'AML. Donc ça va des jeunes aux entreprises, aux financeurs, aux institutionnels, etc., etc. Il faut bien mesurer leurs attentes pour pouvoir définir les bons indicateurs. Alors, je définis et je distingue bien les indicateurs d'activité et les indicateurs qualité parce que c'est souvent une source de confusion. Et d'ailleurs, les indicateurs d'activité sont souvent vus comme étant des indicateurs de qualité. Et donc, du coup, dans les organisations, les professionnels ont du mal à redéfinir des indicateurs parce qu'ils ont l'impression de déjà les mesurer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien distinguer et pour lequel les exercices vous permettront de gagner en efficacité. On va continuer donc à distinguer les indicateurs d'activité des indicateurs qualité. Donc l'indicateur d'activité, il répond généralement à la question « Combien avons-nous fait ?» Par exemple, le nombre de produits fabriqués, un volume de vente, un temps de production, un nombre de clients traités, etc. etc. Donc, ce qui donnerait, à titre d'exemple pour un responsable logistique, le nombre d'ordinateurs pour un groupe de stagiaires. Au niveau d'un responsable de formation, la planification et les réservations des ressources, qu'elles soient humaines ou logistiques. Et pour un référent de parcours, le nombre de jeunes reçus par semaine. Voilà. Là, on a du vrai indicateur d'activité. Qu'est-ce que j'ai fait? Et on répond simplement à cette question-là. L'indicateur qualité, il répond à la question comment avons-nous fait et avons-nous bien fait? Alors le bien est à définir par une donnée observable, mesurable, objective et non négociable. On ne reste pas sur une donnée non quantifiable, évidemment. Donc, par exemple, le taux de défaut lors de la fabrication d'une pièce, le taux de satisfaction des clients, des jeunes, le nombre de réclamations, le délai de réponse aux demandes ou le pourcentage de respect à des procédures. On a mis en place des procédures, est-ce qu'elles sont respectées par tous de la même façon? Donc, ce qui nous donne encore une fois, à titre d'exemple, et je reprends mon responsable logistique, le taux de panne des ordinateurs
ou le taux de remplacement de ces ordinateurs sur une période donnée, donc sur 4 ans. Pour un référent de parcours, ce serait le taux de sortie positive de l'accompagnement, un taux d'abandon et donc la mesure de l'absentéisme dans l'organisation. Et enfin, pour un responsable de formation, eh bien, c'est le taux d'entretien conforme, donc réalisé tel que prévu et bien sûr tracé. Alors là, c'est important parce que ça initie réaliser tel que prévu pour ce taux d'entretien conforme. On a mis en place, ou vous allez mettre en place dans les ML, un passage obligé de N étapes qui vont dire, ben voilà, un entretien avec un jeune, il commence par faire le point sur ce qui s'est passé depuis le dernier rendez-vous. Avez-vous tenu le plan d'action qu'on avait défini? Sur quoi voulez-vous travailler? Et donc, la définition d'un nouveau rendez-vous et d'un nouveau plan d'action. Donc là, on a défini 4 ou 5 étapes dans la procédure et on va s'assurer par la synthèse, parce que les synthèses vont pouvoir retracer les différentes étapes, qu'on a bien respecté la conformité de l'entretien et du déroulement de l'entretien. Donc là, on aura encore une fois 2 référentiels. On a le référentiel qui répond à l'exigence du label et on a un deuxième référentiel qui est donc la procédure. Ça veut dire que si on était dans un audit conforme, non conforme, on pourrait considérer votre réponse à l'exigence comme étant conforme, mais quand même faire un constat de non-conformité, puisque nous vérifierions ensemble que la procédure n'est pas réalisée telle qu'elle est prévue. Donc ça fait partie des indicateurs qualité. Eric, une Oui, petite remarque, c'est oui. Sonia. Le support est très très flou, voire tout à l'heure on ne voyait plus rien. C'était Ah, juste pour prévenir. Alors, tout à pour l'heure moi, ça a haché un petit peu, maintenant ça va mieux, pour moi mais c'est normal. c'est très très flou. Pardon. Ok. C'est flou pour tout le monde, donc visiblement. Oui. Ah, j'en suis désolé. Non, mais, ouais, c'était pour prévenir, c'est que du coup, là, les participants ne voient pas forcément ce qui est écrit. Ah, très bien. Alors, ben, j'espère que les commentaires suffiront. Mais de Je, toute façon, je je poursuis. rappelle à tout le monde qu'on vous l'enverra, hein, donc pas d'inquiétude là-dessus. Vous Ok. l'enverra. Bah, donc, du coup, je vais changer de slide. Voilà. Ah bah, c'est mieux. Ah, bah, on en arrive à la conclusion, donc bah, très bien. Donc, euh, pour conclure donc, sur ces 2 types d'indicateurs, les indicateurs d'activité évaluent le faire, alors que les indicateurs qualité se focalisent sur le bien faire. Tous ces indicateurs sont indispensables à chaque organisation pour qu'elle ait une vision complète et un pilotage efficace. Si vous ne traitez que l'un ou que l'autre, forcément à un moment ou à un autre, vous allez rencontrer une difficulté dans le pilotage et l'efficacité de l'organisation. Donc je réitère, il est possible pour vous de trouver des indicateurs qualité pour tous les départements et pour toutes les strates de votre organisation. Maintenant, ne vous lancez pas dans une chasse à l'indicateur parce que effectivement, ça va vous desservir plutôt que vous servir. Vérifiez bien que les indicateurs que vous allez choisir de piloter, au moins dans un premier temps, vous permettent de satisfaire aux attentes et aux besoins des différentes parties prenantes. Donc, on en désigne clairement 4. Ce sont les financeurs, ce sont les entreprises, ce sont les professionnels et bien sûr les jeunes qui sont, entre guillemets, vos clients premiers. Et si vous arrivez à piloter des indicateurs qui vous permettent de, de vérifier que les services que vous offrez avec les moyens que vous avez mis en œuvre au travers de vos stratégies permettent de satisfaire ces 4 parties prenantes, eh bien, vous êtes dans la bonne direction. Et puis, au fil du temps, vous allez pouvoir aller plus loin pour piloter d'autres indicateurs qui vous serviront à d'autres niveaux dans votre organisation. Donc les caractéristiques des indicateurs, donc laquelle qu'ils soient, effectivement, on l'a vu tout à l'heure, il faut qu'ils soient SMART.
Pour piloter les indicateurs, il n'y a pas d'autre moyen que de disposer d'un tableau de bord. Je vous montrerai un exemple et un exemple vous sera fourni avec la présentation. Ce tableau de bord vous permettra, dans le cas où les seuils de performance fixés ne sont pas atteints, de définir un plan d'action et donc de réagir par rapport à ce seuil et déjà interroger si le seuil n'était pas trop ambitieux pour un début. Est-ce qu'on n'a pas été, effectivement, on ne s'est pas donné une contrainte supplémentaire en mettant un seuil trop ambitieux. Et donc les indicateurs suivis dans le tableau de bord sont évidemment autant de données d'entrée de votre revue de direction ou revue qualité selon comment vous allez l'appeler, mais en tout cas, ce qui va nourrir votre amélioration continue et donc le dernier indicateur de votre label. Alors, il est bien clair que ce soit une procédure, que ce soit un indicateur, aucun de ces outils n'a vocation à robotiser une activité, mais simplement d'en garantir la performance attendue. Donc, au travers des seuils d'indicateurs que vous allez définir, vous allez viser un objectif, une performance attendue, et tout ce que vous allez mettre en place doit juste servir à vérifier qu'on est au bon endroit, que nos stratégies, nos moyens, notre organisation nous permettent, encore une fois, d'atteindre ces données ciblées que nous avons définies. Et elles ne sont pas obligées d'être les mêmes d'une ML à l'autre. Encore une fois, ça va dépendre de vos territoires, de l'activité qu'il y a, du nombre d'entreprises, etc., etc., etc. Donc de tous les critères qui sont le résultat de ce qu'on va appeler une étude de marché, mais ce qui est de votre ancrage territorial et de votre grande connaissance de vos territoires. Et là, les indicateurs, ils vont vraiment donner beaucoup de sens à votre performance. Eric, Oui. peut-être peut-on couper votre caméra parce que là, ça a vraiment refait tout flou. Juste le Ouais. temps que on va Alors, voir ce que ça donne. si je coupe ma caméra, ok, très bien. Ah, ah non, par contre, on voit plus la Oui, mais je vais le présentation. remettre Ah, d'accord, parce que pardon. je n'ai pas accès à la barre de menu. Ah bah oui, c'est vrai. Ok. Ça n'a Est-ce que ça va pas l'air mieux? de changer grand-chose. Je suis vraiment désolé. Non, bah, vous inquiétez pas, encore une fois, les participants, vous allez en recevoir, vous pourrez la relire vraiment. Remettez la caméra, du coup, parce que de toute façon, ça change pas grand-chose. D'accord, je la remets. Désolée. Non, mais je vous en prie. Me revoilà. Ok. Donc, dans le slide, vous avez un exemple de tableau de bord, donc dans la présentation, qui va nous permettre de définir le critère, l'indicateur, le seuil de performance, l'outil de mesure, la source et la périodicité de surveillance de cet indicateur, et les modalités de déclenchement du plan d'action s'il devait y en avoir un. Alors évidemment, ce tableau n'est vraiment là qu'à titre d'exemple. D'ailleurs, joint à la présentation, le tableau que je vais vous proposer et que nous verrons ensuite est un peu plus développé encore que celui-là. Voilà. Donc l'idée, dans les trois exemples qui vous sont donnés, c'est la qualité globale de la prestation. Comment les jeunes vont percevoir la qualité globale de l'accompagnement qu'ils ont suivi au sein de l'AML. Et là, on va définir un seuil de performance. Là, donc, dans l'exemple, on va viser une note supérieure ou égale à 8 et on souhaite que 85% des jeunes nous donnent une note globale supérieure ou égale à 8. Et donc, on va proposer pour la périodicité une surveillance hebdomadaire de l'indicateur. Donc, ça sous-entendrait que là, on fait face à un flux de stagiaires, de bénéficiaires importants pour avoir un suivi hebdomadaire, ce qui me paraît un tout petit peu ambitieux. Et puis donc, on prévoit d'ores et déjà un plan d'action si le seuil n'était pas atteint. Donc, appel systématique au client pour vérifier pourquoi la note n'a pas atteint 8 et traiter éventuellement les insatisfactions le cas échéant. Mais on peut aller un tout petit peu plus loin encore dans la description de chaque indicateur. Alors là, il est dommage que vous ne voyez pas bien parce que on illustre donc
les types d'indicateurs en fonction d'un critère que j'ai choisi dans votre label. On l'a dit, donc deux types d'indicateurs, l'indicateur d'activité et l'indicateur qualité. Et là, l'indicateur d'activité, il va juste interroger, faisons-nous ce qui est prévu. Alors par exemple, pour cet indicateur 27 qui est donc relatif à la qualité et l'efficience du suivi de parcours mis en œuvre, puisqu'on vise la note de 4, la mission locale a mis en place un suivi spécifique et adapté en fonction des besoins des jeunes et des dispositifs mobilisés. Et donc, la question qui est relative à l'indicateur d'activité, c'est est-ce qu'on répond à cette première partie de l'exigence? Est-ce qu'on a effectivement mis en place un suivi? Est-ce qu'il est spécifique? Est-ce qu'il est adapté? Et là, ça a bien deux sens différents. Et donc, est-ce qu'il est spécifique aux besoins des jeunes et des dispositifs mobilisés? Et est-ce qu'il est adapté aux besoins des jeunes et des dispositifs mobilisés? Et c'est comme ça qu'il faut lire l'indicateur. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir déterminer si vous répondez ou pas à l'exigence. Et donc, vous allez pouvoir positionner là votre indicateur d'activité. Et donc, la conformité à l'exigence. J'ai répondu à l'exigence, j'ai bien ma note de 4, et ben, j'ai atteint mon objectif. Donc, quels sont les indicateurs qualité qui seraient associés à cette exigence et à la note de 4? Ben, c'est le taux de suivi spécifique et adapté en fonction des besoins des uns et des autres. Le taux de besoin exprimé par les jeunes, alors là j'ai mal formulé la phrase, c'est plutôt le taux de jeunes qui ont exprimé des besoins. Et bien sûr, le taux de satisfaction des jeunes quant à la réalité et à la performance du suivi. Et là, on va aussi interroger donc dans la pratique comment on met en œuvre la prise en compte des besoins, comment on propose les solutions idoines à chaque jeune, donc de manière globale et spécifique. Extrêmement important. Et on va découper de la même façon la deuxième partie de l'exigence. Donc, elle établit un dispositif de suivi du parcours du jeune en lien avec les partenaires et les entreprises. Donc, à chaque fois, on va resegmenter cette phrase-là sur le dispositif de suivi du parcours du jeune en lien avec les partenaires et avec l'entreprise. Elle mobilise les outils et des aides adaptés afin d'assurer la continuité et la qualité du suivi mis en œuvre, et ainsi de suite. Donc, on va redécouper la phrase de l'exigence pour vérifier que vous êtes bien conforme à l'exigence et que vous avez bien au bout la note de 4. On en arrive donc aux exercices. Alors, moi, je propose, Sonia, s'il y a un premier flux de questions avant de passer aux exercices. Alors, il n'y a pas eu de questions, ça a beaucoup tourné autour du fait que c'était flou. Est-ce que vous avez des questions à poser, messieurs, dames? C'est l'occasion, c'est le moment. Allons-y et puis on passera aux exercices après. Alors, nous avons Kamel Wassel. J'espère que je ne prononce pas mal Oui, les prénoms et les noms, j'en suis désolée. C'est tout à fait ça. Merci de prendre ma question. Bonjour. Effectivement, merci pour cette présentation, même si le support était un petit peu flou. Je voulais juste faire préciser en termes d'indicateurs. Nous, en mission locale, on a des indicateurs effectivement d'activité, mais aussi des indicateurs de résultats qui sont complètement séparés. Une sortie positive est un résultat, le nombre d'entretiens est une activité. Si les résultats sont très satisfaisants, prenons l'exemple du CUJ, j'ai un taux de sortie positive de 70%, 60%, c'est très, très, très élevé, et un taux d'activité, notamment sur l'accompagnement intensif, qui ne répond pas au cahier des charges, à savoir les 15-20 heures, je suis allé à 10 heures en moyenne. Oui. Je réalise effectivement mon objectif, à savoir la sortie. Le jeune est en emploi. Le financeur, effectivement, est satisfait puisque j'ai mes sorties positives, mais mes indicateurs d'activité sont en dessous des attentes. La performance, effectivement, pour moi, est atteinte puisque l'efficience, elle est là, l'utilisation des financements ont été bien utilisés puisque le jeune est en emploi.
est-ce que cette performance est atteinte ou pas aux éléments que vous avez présentés. Pour moi, c'est le cas, puisque le résultat est au détriment de l'activité, enfin de l'indicateur d'activité. Oui, voilà, c'est ça. Non, oui, ça marche. Il n'y a pas de souci. Ça fonctionne. Mais encore une fois, l'indicateur de résultat que vous avez cité sur les sorties positives, c'est quelque chose qui répond au cahier des charges. Donc, on est plus dans la conformité. Le premier niveau de réponse est la conformité. Vous répondez à votre cahier des charges par le pilotage de cet indicateur de résultat. Et ensuite, vous allez mesurer la performance de votre indicateur de résultat parce que vous avez défini un seuil qui vous semble être le seuil minimum à atteindre. Donc, par exemple, vous pourriez dire, nous, on considère qu'on a réussi en termes de sortie positive quand au moins 90% des jeunes sont en sortie positive. Et là, on a un indicateur qu'on va pouvoir piloter. Parce que sinon, votre indicateur de résultat, il vous permet juste de faire un constat en fin d'année et de dire, voilà, cette année, comme l'année dernière, on a fait 70% ou 72% de sorties positives. Bon, très bien. Maintenant, est-ce que l'organisation, les moyens mis en œuvre ne nous permettent pas de faire mieux? Quelles sont les raisons pour lesquelles, visiblement, depuis 1, 2, 3 exercices, on plafonne, alors pardonnez-moi pour le mot plafonner, à 70% par exemple. Et c'est là qu'on va faire de la qualité, parce qu'on va définir une action d'amélioration continue. On va interroger notre organisation en termes de pertinence et d'efficacité, et donc se dire, pour l'année prochaine, est-ce qu'il est pertinent, effectivement, possible de viser non plus 70, mais 80%. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour atteindre cet objectif-là? Est-ce que c'est, encore une fois, pertinent, réaliste? Encore une fois, l'objectif, il est SMART, donc est-ce qu'il est réaliste? Et est-ce qu'on a les moyens de répondre à cela? Voilà ce que l'indicateur qualité va vous permettre de faire. Est-ce que j'ai répondu à votre question, monsieur? Oui, j'entends ce que vous dites par rapport à la progression. Là, je vous suis pas vraiment par rapport à la progression dans les résultats. On revient vers les KPI imposés par nos financeurs. J'estime qu'il y a d'autres éléments à prendre en question, le contexte économique, de la structure, le contexte, pas mal d'éléments pour mesurer ces indicateurs. Donc, l'indicateur en soi est nécessaire à mesurer. En revanche, il faut prendre d'autres, tout l'environnement professionnel en question. Ce n'est pas seulement le résultat qui compte. Mais vous avez parfaitement raison. Il faut toujours, de toute façon, le résultat d'un indicateur, il doit être contextualisé. Sinon, il n'a pas de sens. C'est un résultat brut. Et là, on retourne à l'indicateur d'activité. On a juste un résultat brut qui dit ce qu'on a fait, point. Mais si on veut aller vers la qualité, il faut prendre en compte un certain nombre d'éléments contextuels qui vont nous dire la réalité du chiffre. Je vais vous donner un exemple simple. J'ai 100% de satisfaction à mes questionnaires de satisfaction. Alors, le résultat est intéressant, mais il ne dit rien de ma performance. Parce qu'en fait, dans la réalité, j'ai envoyé 2000 questionnaires et j'ai eu 4 réponses. J'ai toujours affiché 100% de satisfaction. Mais il ne veut rien dire, le chiffre. C'est les 4 qui m'aimaient bien qui m'ont répondu. Les autres, ils n'ont jamais répondu. Et là, il faut que j'interroge, puisqu'on fait de la qualité, le contexte. Déjà, la qualité des questions posées, le vecteur de communication de mon questionnaire, etc., etc., etc. Pourquoi j'ai eu si peu de réponses? Et donc, c'est quoi le sens de mes 100% de satisfaction? Là, en l'occurrence, aucun. Voilà, mais vous avez raison, et je l'ai dit pendant les présentations, effectivement, il faut prendre en compte l'ensemble des attentes et des besoins de toutes les parties prenantes. Et bien sûr,
il faut mettre en perspective ce qu'est la réalité de votre territoire. Il y a des territoires frontaliers pour qui ça sera plus facile d'avoir des sorties positives que des territoires qui sont au cœur de la France et où il y a moins d'entreprises et moins de possibilités d'avoir des sorties positives. Il y a des endroits où il est plus facile de se déplacer que dans d'autres, etc. etc. Enfin, si je peux le dire comme ça, on n'est pas égaux. Donc vos résultats, effectivement, la performance que vous produisez, elle ne peut pas tenir simplement au résultat brut, mais bien sûr en mettant en perspective votre résultat brut à la réalité de votre territoire. Et c'est là la force d'EML, c'est que vous avez un ancrage territorial fort. Pour celles que j'ai pu auditer, je me suis bien rendu compte que vous maîtrisez parfaitement la typologie de votre territoire, qui en sont les acteurs principaux. Comment orienter et favoriser l'inclusion socio-professionnelle des jeunes, à cet égard, il n'y a rien à dire, effectivement. Alors, Eric, on a deux autres questions. Et alors, le partage. Alors, avant de passer aux questions, le partage est vraiment compliqué. Si j'ai bien la dernière version de l'exercice, je le partagerai. Oui. Comme ça, ce sera plus simple. Alors, je vais arrêter le partage. Voilà, comme ça, on va prendre les deux questions et après, c'est peut-être dû à tous les problèmes d'incendie qu'on a dans le coin en ce moment. Peut-être il y a des slams qui sont impactés, je ne sais pas. Bon, alors du coup, voilà, on va prendre les deux questions et puis éventuellement d'autres si elles arrivent. Et puis après, je partagerai l'exercice. Donc, on a Raphaël et après Hamid Belkalem. Oui, bonjour. Alors, moi, c'est juste pour compléter ce que disait Eric par rapport à la question précédente. Je pense Raphaël, qu'il faut... précise qui tu es. Je suis chargée de mission à l'UNML et auditrice labellisation. Voilà. Donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'il faut se poser comme question, bien sûr, c'est formidable d'avoir un indicateur de résultat, enfin un indicateur de sortie qui soit super positif, mais est-ce que ces deux indicateurs, l'indicateur d'activité sur les 10-15 heures et l'indicateur de résultat sont en lien? Possiblement, et je pense qu'ils sont en lien. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est, malgré le fait que j'ai un super indicateur de sortie positive, il est attendu de ma structure et de mon activité que le jeune fasse 15 heures et non pas 10. Donc, si j'ai ma moyenne à 10 heures, j'interroge mon organisation. Est-ce que je ne peux pas faire mieux? Est-ce que là, je peux me refixer des indicateurs pour augmenter ce nombre d'heures moyen par jeune? Et après, je pourrais analyser, est-ce que si j'ai réussi à augmenter le nombre moyen d'activité par jeune, est-ce que ça a quand même une incidence sur mes résultats? Quand bien même mes résultats de sortie positive étaient bons, ils seront peut-être encore meilleurs derrière ou pas. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est peut-être se dire, par rapport à ça, il faut contextualiser, lier les deux résultats. OK, j'ai un bon indicateur sur mes sorties positives, tant mieux. Peut-être que je peux faire mieux, peut-être pas. Et je vais regarder, puisqu'il m'est attendu 15 heures, pourquoi je ne peux pas aller aux 15 heures et comment je peux faire pour augmenter ce 15 heures. Et ensuite, faire la corrélation entre les deux. Est-ce que je n'aurai pas encore un meilleur taux de sortie ou pas? Enfin, voilà, quel était mon commentaire. Merci, Raphaël. Du coup, on va prendre la question ou remarque de Hamid Belkalem. Oh là là. Ah ben, on n'entend rien du tout. Comme ça, vous m'entendez? C'est mieux, oui. Je disais donc bonjour, Hamid Belkalem, mission locale de Roubaix. Je prends un peu le train en marche parce qu'on a le passage demain, pour la labellisation, demain, après-demain, mercredi et jeudi. J'ai une question un peu qui me taraude, c'est qu'au 1er septembre, on sera en fusion avec la Maison de l'Initiative et de l'Emploi, donc qui aura un impact fort sur l'organisation. Et quelle est ma question? C'est que je ne vois pas, j'ai du mal un peu à me projeter. On a fait le travail par rapport à la mission locale, et là, dans le cadre de la fusion, comment mener le travail d'amélioration continue dans une structure qui a pris un peu plus de l'ampleur, surtout qu'il y a un impact sur le volume des jeunes, sur aussi l'organisation en général. Merci. Eh ben, ma réponse va être sibylline, de la même façon.
Vous ne changez rien. Vous ne changez rien. Évidemment, le flux d'informations va être supérieur, la quantité d'informations à traiter va être supérieure du fait de cette fusion, mais ensuite, sur les indicateurs que vous allez décider de piloter, sur les moyens à mettre en œuvre, vous ne changez surtout rien du tout. C'est parfait. Et encore une fois, je réitère, il ne s'agit pas de mettre des indicateurs partout, tout le temps, pour n'importe quoi, entre guillemets. Positionner les indicateurs en fonction aussi de votre situation. Là, vous allez donc vous allez vivre votre audit initial demain et après-demain, donc déjà bon courage. Merci. Voilà. Et puis, positionner des indicateurs là où vous en avez besoin pour maintenant. Aujourd'hui, de quoi j'ai besoin? De quoi avons-nous besoin? Que devons-nous mesurer pour mesurer notre performance réelle? Et puis après, au fur et à mesure de votre ancienneté dans le certificat, de la maturité de votre système, et puis comment dire, une fois que tous les freins et contraintes seront levés au regard du système, et vous pourrez développer plus avant. Mais dans un premier temps, il faut y aller avec parcimonie et pas avoir un tableau des indicateurs gigantesques, parce que de toute façon, à la fin, vous ne ferez plus que piloter des indicateurs. Et là, votre activité, elle va s'en ressentir, forcément. Merci. Mais je vous en prie. Je vous en prie. En tout cas, bon courage pour demain. Vivez-le sereinement, parce que je suis sûr que vous êtes prêts. On est prêt. Merci. Voilà, j'en étais sûr. On passe aux exercices, Sonia, s'il vous plaît. Oui, pas de souci. Alors, on va vous proposer 3 exercices et pour lesquels vous allez devoir déterminer à chaque fois un indicateur d'activité et un indicateur qualité. Alors, le cas numéro 1, nous réalisons une analyse de vos besoins. Donc là, on s'adresse aux jeunes. Nous vous proposons une première solution de parcours socio-professionnel. Et nous vous remettons un document reprenant le diagnostic et les premières pistes de travail de parcours partagés. Voilà l'indicateur. Et en dessous, donc je vous précise le cadre de l'activité. Là, donc, je vais la lire avec vous. Lors de l'admission d'une nouvelle personne dans la structure, l'analyse des besoins qui permet d'évaluer la situation est réalisée par son référent de parcours. Cette analyse permet de vérifier la capacité de la structure à répondre aux besoins de la personne en parcours d'inclusion socio-professionnelle active. Au premier entretien, les thèmes suivants sont abordés. La raison de son orientation vers la structure, le cas échéant, l'offre de service de la structure, la présentation de l'accompagnement socio-professionnel, les attentes de la personne accueillie. Le référent de parcours établit avec la personne un diagnostic et un projet de parcours socio-professionnel adapté à la situation de la personne en parcours d'inclusion socio-professionnelle active, en tenant compte de ses besoins, des attentes et des freins de cette personne pour accéder à terme à l'emploi et ou à la formation. L'étape d'analyse des besoins dure au maximum 1 mois. Le référent de parcours présente en commission le diagnostic et le projet de parcours partagé. Cela entraîne une validation de l'intégration dans le parcours. Donc, définissez sur cette base-là un indicateur d'activité et au moins un indicateur qualité. Peut-être combien de temps on laisse aux participants pour se poser à ça, il est 11h23, on va leur laisser 5 minutes. Ou alors, peut-être, je lis le prochain cas et puis on les laisse travailler dessus. Mais vous ne pouvez peut-être pas afficher les deux en même temps? Ça doit pouvoir se faire. Oui, il faudrait cliquer sur le livre en bas. Ouais. Voilà. OK. Et mais ça amène jusqu'à 3. On vous avez peut-être en faire que 2, non? Ouais, voilà, comme ça, c'est très bien. Voilà. Ouais, on va en faire que 2. C'est très bien. Donc, le cas numéro 2, c'est un exemple que j'ai évoqué d'ailleurs durant la présentation. Donc, à chaque démarrage d'entretien, nous fixons ensemble un objectif d'entretien clairement identifié. Et là, on va définir effectivement par la procédure ce qu'est un entretien, comment il doit se réaliser. Donc, un entretien est réalisé à chaque étape significative du parcours. Il est matérialisé sur un document de suivi.
et doit comporter les 5 étapes suivantes. Le bénéficiaire et le référent de parcours font le point sur les actions engagées par la personne en parcours d'inclusion socio-professionnelle active, définissent les objectifs de l'entretien, prévoient le plan d'action pour le prochain rendez-vous, co-rédigent la synthèse qui est remise à l'accompagné et fixe un nouveau rendez-vous. Donc on fixe les actions, les objectifs de chaque action, donc le volet professionnel de l'accompagnement et le volet organisation du parcours. Voilà. Donc là, vous avez les 2 cas. Donc on va vous laisser 10 minutes et on va vous laisser définir pour chaque cas un indicateur d'activité, un indicateur qualité. Est-ce que chacun met des réponses dans le chat? Est-ce qu'il y aura comment on fait ensuite Et ben ensuite on affichera le corrigé et on verra. Et en fonction des réponses du corrigé, on laissera les gens réagir et nous dire s'ils ont répondu correctement ou pas. Et éventuellement les réponses les difficultés qu'ils rencontrent. Parfait, donc dans 10 minutes. Voilà, il est 25 à 35. Alors, dans le corrigé, vous verrez, j'ai traité les réponses de manière exhaustive. Donc, vous allez avoir tous les indicateurs d'activité et qualité pour chaque exercice, donc pour chaque cas pratique. Alors, on reprend le premier cas. Nous réalisons une analyse de vos besoins. Nous vous proposons une première solution de parcours socio-professionnel et nous vous remettons un document reprenant le diagnostic et les premières pistes de travail de parcours partagé. Donc, il y a là 5 indicateurs d'activité. Donc, le premier concerne le nombre de nouvelles admissions par période, donc mensuelle, trimestrielle, etc. Donc là, au gré du pilote et du responsable de l'activité. Donc, cet indicateur mesure le volume d'activité globale lié à l'accueil de nouvelles personnes dans la structure et il va permettre de suivre la capacité de la structure à prendre en charge de nouveaux usagers. Voilà le premier indicateur d'activité. Le deuxième, c'est le nombre de diagnostics et projets de parcours établis par référent. Donc là, ça permet d'évaluer la charge de travail de chaque référent et leur productivité dans l'élaboration des parcours individualisés. Le troisième, donc le délai moyen entre l'admission et la présentation en commission, puisque au maximum, cette étape dure 1 mois. Donc on va respecter ce délai-là et donc permettre de vérifier qu'on est dans le bon seuil fourni par l'exigence. Le nombre de personnes présentées en commission. Donc cet indicateur quantifie le nombre de dossiers ayant atteint l'étape de validation ou de réorientation, montrant le flux des parcours en cours. Donc ça, c'est très important. Et donc le nombre de réorientations, que ce soit en interne ou en externe, cela permet de suivre le nombre de personnes qui, après l'analyse des besoins, ne sont pas intégrées dans un parcours au sein de la structure. C'est une mesure de volume des cas spécifiques. Donc là, voilà les 5 indicateurs d'activité relatifs à ce premier cas. Alors, est-ce qu'il y avait des difficultés pour vous sur ces indicateurs d'activité, pardon? A priori, non. Alors, on va passer aux indicateurs qualité. Donc, pour les indicateurs qualité, là aussi, il y en a 5. Donc, le premier, c'est le taux de satisfaction des personnes admises concernant l'analyse des besoins et le premier entretien. Donc, alors là, c'est un indicateur qualité qui va nécessiter effectivement qu'on interroge à intervalles très, très réguliers et très proches les bénéficiaires pour vérifier de cette satisfaction-là. Donc, de facto, on va avoir un questionnaire qui va être peut-être plus court qu'un autre questionnaire de satisfaction qui serait sur un exercice ou sur une année. Donc, il évalue la perception des usagers, bien sûr, sur la qualité de l'accueil, l'écoute et la clarté des informations. Alors, là, l'indicateur qualité, il va aussi nous interroger. On parle de taux de satisfaction parce que c'est dans le langage courant et maintenant, il est entendu qu'on utilise des questionnaires de satisfaction. Cependant, vous voyez bien que dans la réponse à l'indicateur, moi, j'utilise plutôt la notion de qualité perçue.
quand et comment nous satisfaisons. C'est un autre sujet. Deuxième indicateur qualité pour cette étude de cas, le taux de projet de parcours validé en commission et bien sûr à opposer au taux de réorientation pour chaque cas spécifique. Donc cet indicateur mesure l'efficacité de l'analyse des besoins et de la proposition du référent. Un taux élevé suggère que les diagnostics sont pertinents et que la structure a bien la capacité de répondre aux besoins identifiés. Ensuite, donc le taux de personnes ayant un projet de parcours adapté ou personnalisé selon des critères internes, donc définis par vous. Il s'agit d'une évaluation quantitative, possiblement par une grille d'évaluation ou un audit, vérifiant si les projets tiennent bien compte des besoins, attentes et freins spécifiques de chaque personne. On en revient à l'indicateur 27 du label UNML, on est pile dedans. Là, vous pouvez vraiment vous appuyer dessus. Ensuite, le taux de respect du délai d'un mois maximum pour l'analyse des besoins. Parce que là, on va pouvoir aussi mesurer les difficultés en fonction des profils de jeunes que l'on va accompagner dans cette première étape. Puis peut-être aussi des problèmes de turnover dans les structures, d'arrêt maladie, etc., etc. Enfin, le taux de compréhension de l'offre de service et de l'accompagnement par la personne, donc qui est à évaluer par le référent de parcours pendant le premier mois. Cet indicateur évalue si l'information transmise par le référent est claire et bien assimilée par l'usager. C'est un facteur clé pour un engagement réussi dans le parcours, évidemment. Voilà pour cette première étude de cas. Alors, même question que pour les indicateurs d'activité. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour ces indicateurs qualité? Alors, j'ai vu un message s'afficher rapidement. On peut imaginer évaluer la satisfaction via le taux de réclamation ou de recours suite à commission. Oui, évidemment, on peut imaginer évaluer la satisfaction via ce taux de réclamation. Là où moi ça me gêne, c'est que il faut envisager la qualité aussi au travers de ce qui fonctionne et pas au travers de ce qui ne fonctionne pas. Le taux de réclamation, il impacte la structure surtout sur ce qui n'a pas marché. Alors après, en termes de pilotage et de stratégie de management de la qualité, sous quel angle vous voulez piloter la qualité? Donc ça aussi, c'est à interroger. Voilà. Pas d'autres questions? Eh bien, on va passer à l'exercice suivant alors. Donc, qui était relative aux entretiens et donc aux différentes étapes de l'entretien. Donc, les indicateurs d'activité, on va en retrouver 5 également pour cette étude de cas. Donc, le nombre d'entretiens de suivi réalisés par période, évidemment, on va retrouver cette notion-là, semaine, mois, trimestre. Cet indicateur donc, mesure le volume d'activité des référents en termes de suivi individuel. Il permet de s'assurer que les rendez-vous sont bien effectués, que le rythme de l'accompagnement est maintenu. Alors bien sûr, à adapter au cadre de l'activité en ML, mais ça fonctionne très bien. Le nombre d'entretiens par référent ou par personne accompagnée, cela pour évaluer la charge de travail individuelle des référents et le niveau d'intensité de l'accompagnement par bénéficiaire. Le pourcentage d'entretiens matérialisés sur le document de suivi. Donc là, on est clairement dans la conformité. Cet indicateur vérifie la conformité administrative du processus, s'assurant que chaque entretien donne lieu à une trace écrite, telle qu'elle est exigée par le référentiel, mais aussi, là c'est important de la trace écrite, c'est qu'elle permette de repérer dans la synthèse qu'on est bien passé par les 5 étapes, parce que sinon il va à chaque fois manquer quelque chose. Le nombre d'actions définies par entretien. Et donc, dernier indicateur d'activité pour cette étude de cas, le nombre de nouveaux rendez-vous fixés par entretien, afin de mesurer la continuité de l'accompagnement et l'engagement dans le suivi de parcours. Donc là, on est sur des indicateurs d'activité qui
qui se concentre particulièrement sur la quantité des interactions et la conformité de la procédure et de l'application de la procédure. On va aller vers les indicateurs qualité. Et il y en a également 5. Donc, le taux de satisfaction des bénéficiaires concernant les entretiens de suivi, évidemment, encore une fois, mesuré par des enquêtes régulières. On va s'assurer effectivement au fur et à mesure de la qualité des entretiens et de vérifier que les bénéficiaires ont bien conscience et maîtrisent bien le travail réalisé tout au long des différents entretiens et l'utilité des échanges surtout. Le pourcentage de synthèse d'entretien co-rédigé et la remise aux bénéficiaires, évidemment. Et là, c'est comment on apporte la preuve de la co-rédaction. Ça, c'est intéressant. Donc, au-delà donc de la simple matérialisation de la synthèse, l'indicateur de qualité vérifie si l'étape de co-rédaction qui implique la participation active des bénéficiaires et assure une compréhension partagée et bien respectée. Donc là, c'est un indicateur très intéressant dans le cadre des synthèses que vos différents référents de parcours peuvent réaliser avec leurs bénéficiaires. Et avec une question, c'est que quand le bénéficiaire il en est capable, pourquoi c'est pas lui qui saisit la synthèse? Ou en tout cas, quelle méthode on peut mettre en œuvre pour favoriser la co-rédaction de cette synthèse? Troisième indicateur qualité sur ce sujet, le taux de réalisation des actions du plan d'action prévu lors du rendez-vous précédent. Donc cet indicateur mesure l'efficacité des entretiens à transformer les discussions en actions concrètes et réalisées par le bénéficiaire, reflétant bien sûr l'impact réel de l'accompagnement. Et là, quand on parle de spécifique, d'adapter à chaque cas particulier, vous avez là un indicateur qui est vraiment très intéressant à piloter. Et la qualité perçue du projet de parcours socio-professionnel. Et enfin, donc le dernier indicateur qualité pour cette étude de cas, le taux de progression des bénéficiaires sur les volets professionnels et organisationnels. Ce qui pourrait être ramené dans le cadre d'une mission locale à l'autonomie et au gain d'autonomie de chaque bénéficiaire par rapport à son parcours. Alors, il semblerait que nous ayons une main levée. Alors, je ne sais pas si Hamid Belkalem, c'est toujours sa même main depuis tout à l'heure. Non. Alors, mais vous avez votre micro coupé. Non, je ne suis pas levé ma main. Je voudrais volontiers réagir si c'est possible. C'était moi plutôt qu'Amel Wassel dans 93. Oui, ah oui, non, mais parce que Hamid avait sa main levée depuis tout à l'heure, je crois, et j'ai bien vu que vous aviez la vôtre, ne vous inquiétez pas, mais je vais juste vérifier que la première... Voilà, ok. Donc, d'après ce que je comprends, Hamid, c'était une main de tout à l'heure. Et donc là, Kamel, allez-y. Oui, merci beaucoup. Merci pour cet exercice. Effectivement, sur le papier, ça a l'air très intéressant et même de manière, enfin, d'une approche académique extrêmement positive. Mais sur le terrain, les outils, notre système d'information, il est loin de mesurer ces taux de réalisation et ces indicateurs de qualité. Quel est l'outil qui permet de faire ça et comment le faire? La question se pose. D'une part. D'autre part, en mission locale, parler de performance dans le travail social, parce que si on l'enferme dans une logique comptable et gestionnaire, ce qui est de plus en plus le cas malheureusement, génère beaucoup de tensions sur nos salariés. Nous pensons que la performance est plutôt au service de l'humain, on travaille avec de l'humain et au service de notre public. Il y a d'autres indicateurs également qui peuvent être mis en exergue et que par ailleurs on ne peut pas mesurer
comment peut-on mesurer si le CUJ vise l'autonomie, comment je mesure l'autonomie, comment mesurer des actions sur le social quand on travaille sur le logement, sur la santé, sur d'autres indicateurs qui relèvent du domaine du social, l'approche des missions locales. On est un secteur, vous l'aviez dès le départ souligné, que notre domaine d'intervention, notre champ d'action, c'est notamment le social par le professionnel, mais malheureusement, on a cette terminologie de performance dans le domaine du travail social qui est effectivement possible, mais il ne faut pas l'enfermer notamment sur des indicateurs extrêmement quantitatifs et de résultats, même si j'ai parlé tout à l'heure de résultats. Donc, nuancer tout ça, et l'UNML qui nous a mis cette formation, ce webinaire très, très intéressant, ben voilà, l'occasion de discuter de tous ces éléments-là et d'aller au-delà de ces indicateurs, parce que pour l'instant, en termes d'outils, moi, je ne vois pas comment les mesurer et mettre en place un système encore une fois, de performance pour tous nos salariés. Quand on accompagne 5000 jeunes, ce n'est pas évident. Alors, voilà, je sais pas si voilà une question vaste, et à laquelle je vais tenter de répondre. Tout ça s'inscrit dans une dynamique temporelle. Et il n'y a pas de durée de temps. Alors, je vais quand même vous donner un repère. Me concernant, j'ai réalisé un peu plus de 600 audits maintenant, toutes gammes confondues, et exclusivement, encore une fois, dans le monde de l'éducation et de la formation. Pour qu'un système qualité soit mature, il faut compter entre 4 et 6 audits. Donc, vous voyez dans quelle perspective de temps je me situe quand je parle de maturité d'un système. Ça veut donc dire que pendant ce temps-là, vous allez accompagner vos équipes au changement et donc, non pas à marche forcée, leur faire intégrer des indicateurs de performance qui mesureraient tout et n'importe quoi, encore une fois, pardonnez-moi l'expression, mais donner du sens à l'indicateur que l'on souhaite piloter. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'exclusive, hein. On peut tout mesurer dans toutes les disciplines. Je l'ai fait dans des CRP avec des assistantes sociales, avec des psychologues du travail. Donc, si on veut vraiment mesurer quelque chose, on peut le faire. Après, l'autonomie, comment on la mesure? On la mesure en la critérisant. Et à vous de définir les critères. À partir du moment où le critère il est observable, mesurable, objectif et non négociable, tous les critères sont audibles pour définir ensuite un indicateur. Donc, comment on pourrait définir l'autonomie? On va considérer que si le jeune il vient à tous les rendez-vous, à l'heure, en tenant son plan d'action, en étant propre et en ayant de quoi écrire et un stylo, on a défini un premier niveau d'autonomie pour démarrer une prestation. Puis après, au bout de 5 mois, on va mettre d'autres critères et ainsi de suite. Donc, voilà, on va définir des critères et on peut vraiment mesurer là. Maintenant, est-ce qu'il faut le faire forcément? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est vous qui répondez au regard de la typologie de jeunes que vous accompagnez et des problématiques que ces jeunes rencontrent au quotidien, et vous allez définir s'il est pertinent ou pas de mesurer cette autonomie. Et si vous considérez que pour les jeunes, c'est trop exigeant, qu'ils sont trop éloignés de ce cadre-là, bien sûr, vous n'allez pas le faire. Il n'y a vraiment aucune obligation, monsieur. J'avais une question. Si j'ai suffisamment répondu, dites-moi. Oui, je considère que oui. Alors, il y a quelqu'un qui me demandait des exemples sur le tenir, si je ne me trompe pas, sur le tenir conseil. Alors, quelques exemples d'indicateurs sur le tenir conseil. Alors, indicateur d'activité. On va donc avoir des indicateurs. Ces indicateurs sont censés mesurer l'effort et le volume d'activité liés au conseil et à l'orientation. Donc, on va mesurer le nombre de séances de conseil individualisées réalisées, encore une fois, par période. La durée moyenne d'une séance de conseil individualisé. Le nombre de jeunes, par exemple, ayant bénéficié d'au moins une séance de conseil sur une période donnée. Le nombre de référents de parcours formés ou ayant participé à des sessions d'échange sur les techniques de conseil.
Et puis, un autre rapidement, nombre de ressources ou d'outils de conseil, fiches métiers, simulateurs, guides d'orientation, etc., utilisés ou créés par le ou les référents de parcours ou utilisés parce qu'ils existent par ailleurs. Voilà quelques indicateurs d'activité pour le tenir conseil. Alors, en termes de qualité, on va voir bien sûr le taux de satisfaction des jeunes concernant la qualité du conseil reçu, le taux de compréhension des options et des étapes du parcours par le jeune après la séance de conseil, le taux de concrétisation des actions définies lors des séances de conseil, le taux de pertinence de l'orientation proposée, validée par le jeune et ou par le succès de l'action, et on y revient, une évolution du niveau d'autonomie du jeune dans sa prise de décision suite au conseil. Donc voilà. Alors, du coup, là, j'ai fait ça rapidement suite à la question qui s'est affichée parce que je n'avais pas traité le tenir conseil. Mais je rajouterai dans le corrigé d'exercice ces indicateurs que je vais réécrire comme il faut parce que là, j'ai un peu fait à l'arrache, mais que je vais remettre au propre et pour que vous puissiez en bénéficier dans le corrigé. Voilà. Alors, j'avais noté pour le cas 1, indicateur qualité, taux de jeunes avec un enregistrement, demande, taux de jeunes en PACA, etc. Oui, oui, ça marche très bien. Très bien, très bien. Tac. Dans ces exemples, il y a de nombreuses mesures qui seraient très lourdes à prendre sur le terrain, mais ce ne sont que des exemples. Oui, c'est effectivement que des exemples. Il faut aussi réfléchir avec les données qui sont déjà disponibles dans notre récit. Évidemment, madame, vous avez, ou monsieur, pardon, vous avez complètement raison. Il faut d'abord faire avec ce que l'on a. Et c'est ce que je disais en préambule, il ne faut surtout pas créer des indicateurs pour créer des indicateurs. Tac, tac. Donc là, tout à fait Corentin, oui, voilà. Tout le monde est d'accord, c'est parfait. Au regard des volumes de critères et donc d'indicateurs, la question de l'outil de suivi va être cruciale. Et j'allais dire, Sonia, est-ce que vous pouvez afficher le tableau? Alors là, c'était pas moi qui posais la question. Et puis alors, attends, il y a encore une autre question. C'était comment mesurer le taux de compréhension? Et on a Hamid qui posait également une question. Alors, le taux de compréhension, il se fait par un questionnaire. Il peut se faire aussi au moment de la corrédaction de la synthèse. Plutôt que le référent de parcours rédige lui-même la synthèse, il va interroger le jeune. Alors, qu'est-ce que tu as retenu? Quels sont les points forts de notre entretien du jour? Et après, le référent de parcours tient le clavier et c'est lui qui va saisir. Mais il va saisir exactement ce que le jeune lui dit, de sa compréhension, de ce qu'il a retenu, etc. etc. Voilà sans doute une façon de le faire. J'espère que j'ai répondu à votre question. Mais vous verrez dans le corrigé, on vous dit de réaliser des questionnaires aussi. C'est forcément de l'interrogation du bénéficiaire sur sa compréhension. Donc Mathilde dit merci. Donc on avait Hamid. Et avant de prendre Hamid, vous parliez du tableau. Est-ce que c'était celui qui était dans la présentation? Parce que j'en ai pas d'autres. Je ne l'ai pas, moi. Alors, je vais être obligé de repartager mon écran flou, du coup. Il semblerait. C'est juste pour leur montrer parce qu'on va leur envoyer de toute façon. Oui, voilà. Et on a la question d'Hamid également. Oui, bonjour. Merci pour ces éclaircissements. Moi, j'ai une question. Je pense que le premier outil du conseiller, c'est lui-même. C'est le cadre qui se fixe, c'est sa méthode de travail, c'est sa pratique qui, voilà, il ne peut pas imposer un moule à un certain jeune. Donc, pour moi, l'outil principal, c'est le conseiller. Pourquoi? Tout simplement, c'est lui qui prescrit. Et qu'il y a une différence entre tenir la posture de donner des conseils et de tenir conseil. Au fait, donner des conseils, c'est beaucoup plus, ce que je dis, c'est l'expert. Alors que dans le tenir conseil, c'est donner toute l'attitude, tout le sens aux jeunes. Et c'est ça qui fait que l'outil important aussi,
C'est vrai, on répond aux besoins des jeunes, des structures aussi, mais n'oubliez pas la performance, la qualification du conseiller, elle est importante pour faire une bonne orientation, une bonne trajectoire professionnelle. Et oui, mais effectivement, vous avez encore une fois complètement raison et ça va impacter l'indicateur sur le plan de développement des compétences de chaque ML qui fera l'objet d'un autre webinaire. Donc, je ne m'étendrai pas sur le sujet. D'accord. Mais vous avez complètement raison. Évidemment, ça ne peut marcher qu'à partir du moment où on a en face de nous la compétence nécessaire pour réaliser l'activité. Mais ça va, quand on parle de la compréhension des jeunes, c'est aussi donc la qualité de l'information transmise. Tout à fait. Après le référent de parcours, bah, il a aussi le droit d'être pas bien, d'être fatigué, d'être malade, etc., etc. Mais globalement, plus on a affaire à un expert qui s'exprime de façon claire et compréhensible, plus en face de nous, on aura un taux de compréhension important ou pertinent. On va commencer par dire pertinent. Voilà. Donc, je vous partage un exemple de tableau des indicateurs que je vous propose. Alors, encore une fois, c'est une proposition. Alors, je vais essayer de l'agrandir un petit peu. Est-ce que c'est lisible? Sonia, dites-moi. Oui. Oui, c'est bon, c'est pas trop flou. Donc, pour l'instant, ça va. Quelques colonnes, donc l'intitulé de l'indicateur, le seuil qu'on va lui donner, l'endroit où on va trouver l'information, un mode de calcul qui est donc relatif à la fréquence du suivi de l'indicateur. Et puis après, puisqu'on fait de l'amélioration continue, eh ben, on va interroger l'analyse des causes si le résultat est inférieur au seuil prévu. Et donc, on va avoir maintenant deux réactions. Une réaction qui est relative à une action préventive et une autre qui est relative à une action corrective. Alors, en termes de qualité, je vais faire un petit rappel. Une action corrective, elle n'existe en qualité que parce qu'il y a une analyse des causes. Si on apporte une réponse immédiate, on est dans le curatif. Il n'y a pas d'analyse des causes. D'accord ? Je crève une roue, je change la roue, c'est une action curative. Je crève une roue, je réfléchis à savoir pourquoi j'ai crevé une roue. Donc là, j'ai une analyse des causes, on aura bien une action corrective. C'est pour faire en sorte qu'elle ne se reproduise jamais. L'action préventive, elle va avoir vocation à interroger le seuil de l'indicateur avant que l'on soit en dessous de ce dit seuil. Parce que comme ça, on va pouvoir prévenir et faire en sorte de ne pas descendre en dessous. Alors, cette colonne-là, vous pouvez vous en passer dans un premier temps et y revenir encore une fois quand votre système sera plus mature parce que effectivement, ça rentrera dans votre quotidien et à partir de là, vous pourrez aller sur l'action préventive. Et puis enfin, toujours une fonction responsable. Alors j'ai noté responsable. J'aurais dû écrire fonction responsable, c'est plus pertinent. Parce qu'on a toujours une fonction qui va être responsable effectivement de l'action corrective. Alors on pourra aller plus loin dans le tableau. Hein. Est-ce que l'action corrective, elle a permis de corriger, etc. etc. Encore une fois, ce tableau est à titre d'exemple. C'est à vous de déterminer quelles sont les colonnes pertinentes et jusqu'où vous souhaitez aller dans le pilotage et le suivi de vos indicateurs. Donc par exemple, on va prendre un engagement vis-à-vis de nos clients. C'est un suivi des rappels téléphoniques. Et donc, on va considérer qu'on rappelle 100% des personnes sont rappelées, sont contactées dans un délai. Alors, Eric, c'est de nouveau flou. Ouais. Ah non. On voit que vous écrivez, mais on ne voit rien du tout. D'accord. Alors, donc, l'idée, c'est de dire, donc, dans cette colonne seuil, donc je ne vais pas écrire, hein, ça ne sert à rien si vous n'arrivez pas à lire. Oui. Donc, dans cette colonne seuil, c'est de dire, on va rappeler toutes les personnes qui nous ont laissé un message ou toutes les personnes qu'on n'aura pas pu renvoyer vers le bon interlocuteur dans un délai de 48 heures. Où on va trouver l'information? On a un cahier d'appel où on a un outil informatique qui va tracer l'ensemble des numéros entrants et des numéros sortants et on va pouvoir comparer. Le mode de calcul, c'est évidemment une règle de 3.
La fréquence de suivi, eh ben, on va considérer que dans un premier temps, pour nous assurer que ce traitement fait par la fonction accueil, elle est bien réalisée, on va le faire tous les 15 jours, par exemple. Et on va analyser les causes parce que on a fait le constat que notre résultat est inférieur à notre seuil. C'est-à-dire on n'a pas rappelé 100% des personnes dans les 48 heures. Pourquoi? Parce que le nombre de messages téléphoniques était trop important. La personne qui est chargée de l'accueil, ce jour-là, avait une problématique et n'a pas pu venir une journée. Et donc, forcément, ça a eu un impact sur le volume de travail réalisé. On peut aussi considérer que cette personne a été absente, elle a été remplacée, mais que la remplaçante n'était pas suffisamment formée. Et donc, de ce fait-là, elle n'a pas pu tenir l'indicateur, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme action préventive? Justement, nous assurer que les personnes support, donc qui seraient remplaçants des titulaires du poste, entre guillemets, sont suffisamment formés et informés des règles de suivi des appels téléphoniques. Et donc, dans ce cas-là, d'action corrective, il n'y a pas. Puisqu'il n'y a rien à corriger, parce que c'est un défaut ponctuel, un dysfonctionnement ponctuel. Et donc, le responsable de l'action, dans ce cas-là, ça va être soit le titulaire du poste de la fonction accueil, soit un responsable administratif qui va prendre en charge le suivi de cet indicateur. On pourrait donc, après, avoir un autre indicateur relatif aux réclamations suite au non-rappel, etc., etc. Donc voilà, ce tableau, il est mis à votre disposition avec les corrigés d'exercice, avec la présentation. Et puis, on vous a aussi proposé une fiche synthèse, une fiche mémoire, que je vais vous afficher, j'espère qu'elle sera lisible. Voilà, pour le pilotage de la performance par les indicateurs, avec un petit rappel de chaque indicateur, comment les distinguer, l'importance du pilotage par les indicateurs et les principes clés d'un, entre guillemets, bon pilotage. Voilà. Vous avez tout ça. Eric, on a eu deux questions. Alors, une remarque plutôt, lors de la transmission du tableau, est-ce qu'il serait possible d'y ajouter un ou deux exemples concrets, un petit peu comme ça? Oui, pas de souci, avec plaisir. Et donc, la deuxième, c'est on peut confondre le plan d'amélioration continue et ce tableau, donc le tableau précédent. Quelle est la différence? Alors, effectivement, on peut confondre les deux tableaux. Moi, en tant que qualiticien, je n'utilise qu'un tableau, qui est mon plan d'amélioration continue. Et dedans, je vais traiter différents types d'informations, d'événements. Et donc, j'ai un événement indicateur, etc., etc. Mais effectivement, quand on a deux tableaux comme ça, il faut faire attention qu'il y ait un lien entre le tableau des indicateurs et l'action corrective qui va être suivie ensuite dans le plan d'amélioration continue. Donc forcément, ça fait du travail en plus. Donc moi, ce que je vous conseille, ce que je vous propose, c'est plutôt à la fin de n'avoir qu'un seul tableau qui va traiter l'ensemble des événements qui impactent votre système. Ce sera plus efficace et plus pertinent. Et concrètement, après, les éléments qu'on donne dans le tableau, dans l'exemple de tableau, ils peuvent l'intégrer dans leur… Exact, tout à fait. Tout à fait. De toute façon, l'ensemble des événements qui impactent le système, donc qui sont tracés dans le plan d'amélioration continue, dans l'exemple qui nous est soumis, sont des données d'entrée pour l'amélioration continue, donc pour interroger la pertinence et l'efficacité de nos orientations et des outils qu'on a mis en œuvre pendant, encore une fois, un cycle, donc normalement 1 an. Voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Mais oui, je mettrai des exemples dans le tableau. J'essaierai de mettre des exemples qui sont relatifs à l'AML. Hamid, vous avez encore la main levée, c'était la main de tout à l'heure?
Non, non, merci. Ça y est. Je garde mon énergie pour demain. Oui, oui. Ouais, je suis sûr que vous n'en manquerez pas. Est-ce qu'il restait d'autres questions, messieurs, dames? On a un petit peu dépassé, mais si jamais il y en avait une dernière, je pense que Eric la prendrait. Oui, oui, avec plaisir. Il semblerait que non. Il semblerait que non. Bah, écoutez, messieurs, dames, merci beaucoup pour votre accueil. Et bonne continuation dans vos démarches qualité et dans la mise en place de la qualité au sein de chaque mission locale. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas via Sonia à les faire remonter. J'y répondrai a posteriori. Et puis, de toute façon, il y a encore 3 autres webinaires. On se reverra.